Très bien, écoute, merci Pierrick pour nous avoir transmis le relais dans les délais. Et on va appeler les différents intervenants pour cette table ronde que l'on présentera pour ceux qui n'ont pas été présentés au fil des questions. Voilà, alors Olivier, Claude... Pierrick, Félicia, je crois oui. qu'elle... Tu restes avec nous. Je crois qu'il y a une histoire de train annulée. Ouais, donc, du coup, il n'y aura que moi en officinal, puisque Félicia, son train de 17h a été annulé, donc elle a pris le train de 16h. Donc, elle m'a donné les consignes. Donc, ça sera un fauteuil pour deux. Oui. Catherine Rufol, Stéphane Honoré. Stéphane, pareil, Antoine Dupuis, président de la SFPC, est resté bloqué sur Poitiers. Donc, Stéphane a accepté au pied levé de le remplacer en tant qu'ancien président. Il nous manque notre patient, M. Carduner. Et M. Vial. Ah oui. Très bien. Écoutez, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et tout de suite, on va commencer. Alors, table ronde masculine. Donc, Catherine, à toi de relever le flambeau. Oui. Vous voyez moins sur le... C'est ça. Donc, ce matin, bravo. Le professeur Blay nous a annoncé ce matin un avenir radieux pour la cancérologie. Donc, même s'il pleuvait aujourd'hui à Lyon, je pense que la pharmacie clinique... Alors, révolution, évolution, on va demander l'avis à nos différents intervenants de ce qu'ils en pensent. Fadila, tu nous as dit qu'il ne fallait pas aller au-delà d'un mètre 80, mais je pense qu'on va quand même essayer pour voir si on peut y aller. Et puis, surtout, la perception de chacun sur à la fois la définition et puis à la fois l'évolution de notre métier, de nos métiers, avec un sain intérêt des professionnels variés, de directeurs, professionnels de santé, pharmaciens, universitaires, mais tous autour du patient. Et donc, merci d'être là. Bon, on va commencer par vous. Avant de venir, pharmacien clinicien. Alors aujourd'hui, vous avez été bien, mais juste avant, ça voulait dire quoi pour vous? Même si on a eu une première expérience et un retour tout à l'heure en fin de matinée d'une patiente sur la pharmacie, c'est quelque part et c'est très anxiogène. Quel est votre avis du pharmacien clinicien à la fois en ville et à l'hôpital? Alors effectivement, c'est une vaste question pour un patient et pour monsieur tout le monde que j'essaye de représenter aujourd'hui. Avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais faire un petit flashback sur votre intervention, si vous me permettez, parce qu'il y a eu une question de madame qui disait « mais pourquoi ?» Et c'est pas de la provocation, attention, je vais vous expliquer le fond de ma pensée. Vous avez dit « pourquoi on ne nous laisse pas ?» Il y a une révolution que vous êtes en train de vivre dans vos métiers, et pourquoi on va demander l'avis du patient ? Eh bien, certainement pas pour les mêmes raisons, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je veux simplement rappeler par ça que lorsque un patient est dans vos établissements de santé, sa préoccupation, c'est plus de savoir quels vont être les effets secondaires de son traitement, de savoir effectivement si, quand il arrivera à se lever, sa douche va être propre. Enfin, je fais un peu résonance volontairement. Je suis un peu provocateur, mais c'est mon rôle. C'est mon rôle. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est à nos législateurs, à la HAS, aux autres autorités de santé régionales, de prendre conscience qu'en fait, quand on fait un texte, c'est comme ce qui me gêne un petit peu aussi, les consentements éclairés, mais je termine là-dessus, un patient ne peut pas être éclairé. C'est impossible. Je gravite depuis 2 ans, depuis mon diagnostic dans ce monde, et il y a tellement de choses à appréhender, à connaître, les acronymes, etc. C'est impossible. Donc, je voulais revenir quand même sur votre intervention pour signaler qu'effectivement, la préoccupation des patients quand ils sont en soins, c'est pas forcément de savoir qui va prescrire le bon traitement, parce que là, je veux pas faire plaisir à Olivier, mais je réponds un peu à la question. Moi, je fais exprès, c'est mon mode de communication, c'est de la provocation un peu, mais c'est ce qui permet de faire avancer. Moi aujourd'hui, je dis en tant que patient, je me sens plus en sécurité en allant au CLB que d'aller à la pharmacie de mon quartier. Et c'est pas choquant que de dire ça. Mais quand je dis ça, en fait, c'est tout l'inverse que je pense. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que les établissements de santé sont de plus en plus saturés.
avec les incidences des cancers. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, je reviens évidemment sur l'intervention qu'il y a eu en fin de matinée, j'ai beaucoup aimé l'intervention qui disait que on va devenir les meilleurs amis en fait, parce que vous avez un savoir-faire, vous avez une proximité en ville, vous avez une intimité avec les patients, et on vous voit, nous, grand public, comme étant une épicerie de médicaments. Excusez-moi, hein, je suis un peu provocateur, mais c'est bien que ce métier de ville soit en train de changer. Alors, le Covid y a aidé, hein, vous faites maintenant les vaccinations, etc. Enfin, vous connaissez tout ça bien mieux que moi, mais ce que je veux dire, c'est que je reviens sur ce qui a été dit par le professeur et sa fille ce matin. Je fais résonance à ça en disant que je pense que ça serait bien qu'il y ait un équilibre dans les équipes pluridisciplinaires en intégrant le patient. C'est-à-dire que vous demandez tous à ce que le patient soit acteur de son soin, de ses soins. Et là, il y a un gros travail à faire parce qu'il va falloir qu'il y ait une conduite du changement, mais pas simplement des officines, de monsieur tout le monde. Parce que par provocation, je vous dis que je suis plus en confiance en allant au CLB qu'en allant à la pharmacie de chez moi, même si c'est une super pharmacie. Hein. Mais c'est un peu de la provocation, mais c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce côté où il y aurait deux équipes. Une équipe qui gravite autour du patient. Et pour moi, la proximité après les aidants, le cercle proche des patients, et je termine là-dessus, peut être demain l'évolution de la pharmacie de ville qui fera le pont avec la pharmacie clinique. Oui, allez-y. Hein. Le but, c'est bien que ce soit interactif entre les auditeurs, entre la salle et bien sûr avec toute l'équipe qui nous suit toujours en visio, si on ne les a pas perdus. Si vous voulez d'ailleurs réagir, n'hésitez pas. Bon, alors, puisque vous m'avez lancé sur la provocation, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose de très provoquant à vous dire, puis en fait, j'en ai pas, parce que je suis... de quoi ? C'est encore plus sécure que le CLB. Non, je dirais pas ça. Non, mais parce que en fait, je suis d'accord avec le constat que vous faites. Et en fait, finalement, très sérieusement, je vous remercie de vos propos, parce que je suis intimement convaincu de ça. Et ce que j'explique quand je suis invité à discuter avec des autorités, notamment, qui n'ont pas forcément un regard terrain, c'est que l'hospitalisation, ce n'est pas une passion pour les gens. Ils n'ont pas envie d'y aller. Ce n'est pas un endroit où on se sent bien. Je veux dire, on préfère être soigné au plus près de chez soi. Et il y a une logique qui a voulu qu'aujourd'hui, maintenant, on soit de plus en plus soigné à son domicile. Par contre, ça n'a pas encore été organisé. Donc, dans ce que vous avez dit, c'est un peu ce qui transparaissait de ma présentation tout à l'heure. Il faut que nous aussi, on monte en compétence. Et par contre, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites qu'il faut que le patient soit mieux, enfin pas éduqué, je sais plus, voilà, plus acteur, et qu'il faut qu'on l'accompagne dans le changement aussi. Mais alors, du coup, qui, selon vous, doit accompagner le changement pour le patient? Est-ce que c'est le pharmacien d'officine? Est-ce que c'est une association de patients qui serait en lien avec des professionnels qui auraient tendance à acculturer le patient sur sa maladie? Quel acteur voyez-vous le mieux placé pour faire ce que vous venez de dire, d'accompagner le changement du regard du patient sur l'exercice de la médecine, l'exercice de la pharmacie clinique, etc. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la réponse forcément à cette question. C'est ça ma provocation. Merci, parce que la réponse ne sera jamais unique, mais le parallèle que je fais avec le monde professionnel dans lequel j'évoluais, et j'évolue encore parce que je suis en mi-temps thérapeutique, en fait, dans cette conduite du changement, il faut que tout le monde soit un petit peu acteur. C'est-à-dire qu'effectivement, utiliser au maximum les associations de patients. Alors, vous tapez sur Internet, là aussi, c'est un peu de la provocation, mais vous tapez sur Internet cancer du sein, vous allez trouver 250 associations. Vous tapez cancer masculin, vous allez en trouver 3 en France. Hein. Donc, nous, les hommes, on a un gros travail à faire aussi, de mieux se suivre et de mieux se soigner. Mais il n'y a pas une réponse unique, je pense, mais de la même manière qu'il y a dû avoir une révolution, je ne sais pas quand vous avez commencé à faire ces fameuses RCP, et bien là, ce qu'on est en train de vivre, moi, je pense que c'est un peu une forme de révolution. C'est que vous allez de plus en plus intégrer les patients au centre un peu des préoccupations. Enfin, en tout cas, c'est une vision de certains patients. Merci. Et une réaction par rapport à... Bon. Bonjour à tous, toutes. Alors, je suis désolé, j'étais absent ce matin, donc j'espère que je vais être en écho avec ce qui a été dit. Alors, tu peux te présenter ? Professeur Claude Dussard. J'allais Voilà, faire. merci. Claude Dussard, pharmacien hospitalier, et puis également doyen de la faculté de pharmacie de Lyon.
Juste pour faire l'écho de ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a le patient acteur de la prise en charge, il y a aussi le patient acteur dans la recherche et le patient acteur dans la pédagogie. Et on a besoin de la place des patients et des usagers, parce que c'est pas exactement la même chose dans ces trois dimensions. Après, c'est la transition entre la médecine protocolisée, dont on a réellement besoin, ce que l'evidence-based medicine s'appuie dessus, et puis de la médecine personnalisée. Et il faut accepter aussi de proposer des soins et des stratégies qui prennent en compte aussi les attentes des patients et des usagers. C'est-à-dire qu'il y a des patients et des usagers qui sont très, très demandeurs d'être acteurs, et il faut être en écho avec cette demande. Et puis il y a d'autres patients qui veulent être plus dans un cocooning et être dans l'impression d'être porté en disant je vous fais confiance et je veux pas en savoir plus. Voilà. Donc il faut accepter d'avoir une granulométrie dans le partenariat en fonction de la personne avec laquelle on est en écho et aussi dans le parcours de vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va connaître plus d'informations et d'autres moments où on en sait moins parce qu'on dit même pour les professionnels de santé, quand on est dans un épisode de pathologie, des fois on se dit tiens là je veux le laisser porter par les collègues, j'ai confiance en eux, je veux pas trop en savoir, et puis d'autres fois donc il faut accepter, je pense, cette variabilité potentielle en fonction des patients, en fonction des pathologies. Très bien, merci. Moi, j'aurais une question, puisque là, on vient de parler de la place, justement, du patient dans il est au centre, vous allez me dire. Moi, j'aimerais bien savoir, peut-être revenir, on a vu un certain nombre de missions qui sont en évolution ou révolution, on ne va pas discuter du terme. Et dans ces missions donc, qui touchent le métier de pharmacien clinicien, la place de ce pharmacien clinicien à l'hôpital, Pierrick, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue ? Alors, c'est vrai que la question de la place, c'est important, voire les places, en fait. Parce que, donc, ce qu'on discutait effectivement à plusieurs, et il y a un concept qu'on est en train de faire, c'est que le pharmacien, il doit faire fonctionner la pharmacie à l'hôpital, mais on voit de plus en plus, et aujourd'hui, ça a été des exemples, il est à plein d'endroits dans l'hôpital où on a besoin de l'expertise du pharmacien. Et c'est sans doute un des sacrés challenges qu'on a à gérer aujourd'hui, c'est après, derrière, comment on travaille en équipe et avec quelles équipes. Et donc, en plus, je parle à l'intérieur de l'hôpital, puis à l'extérieur de l'hôpital, notamment dans le territoire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas la solution. C'est en tout cas un constat que je fais en tant que responsable d'une structure pharmaceutique d'un petit CHU de la région. Où effectivement, je taquine bien sûr, où il y a le fait d'appartenir, et quand on est clinicien, à plusieurs équipes. Et ce que je disais, c'est par exemple, quand je suis dans l'unité de soins, en tant que pharmacien, les collègues de l'unité de soins, ils m'intègrent dans l'équipe de l'unité de soins. Mais en fait, je suis aussi dans la pharmacie, et quand je suis dans la pharmacie, je suis aussi dans l'équipe de la pharmacie. Donc en tout cas, c'est sans doute, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues de la table ronde, un des challenges qui est une richesse, je pense, mais qui est aussi une possible difficulté dans notre fonctionnement au quotidien. Alors, peut-être Catherine. Oui, merci. Je rejoins tout à fait Pierrick et je vais aller au-delà. Pour moi, un projet de pharmacie clinique, il a réussi quand on ne parle plus de pharmacie clinique et quand on parle d'un parcours de soins sécurisé et qu'on n'est pas identifié comme pharmacien clinicien, mais simplement qu'on est dans une équipe de pluriprofessionnalité en cancérologie au plus près du patient et de l'ensemble des soignants. Je te rejoins. Alors, je vais enfoncer le clou encore un peu plus. C'est que, effectivement, le titre est provocateur. Je crois qu'on l'a fait exprès de mettre métier de pharmacien clinicien, mais je crois que pharmacien, il n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que le métier, on est pharmacien d'officine, on est pharmacien hospitalier, c'est ça nos métiers. Et bon, pharmacien clinicien, je pense que ça peut être un rôle, parce qu'effectivement, il y a un rôle du pharmacien d'officine dans un rôle de clinique et un rôle du pharmacien hospitalier dans un rôle de clinique, mais le métier reste dans son intégralité, celui de pharmacien hospitalier ou de pharmacien d'officine. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça. C'est plutôt peut-être le lieu qui fait le... Effectivement, on ne peut pas être fou au moulin, des fois, et il faut choisir. Et on a des rôles à certains endroits. Tu parlais de 2 équipes. Des fois même en HU, on en a 3, voire 4, voire 5.
Donc, on peut être multi-équipe, mais il faut satisfaire toutes ces équipes. Et on a un rôle différent à chaque fois qu'on change d'équipe, en fait. Ce qui me fait rebondir, la dernière intervention sur la question de l'UO, Oui. pharmacie. Alors, peut-être Monsieur Vial en tant que directeur ou l'ARS. En fait, sur cette... Non, parce que c'est ce qu'on a vu sur le premier indicateur, c'est-à-dire effectivement, le problème, c'est comment on comprend nous-mêmes, là je parle en tant que chef de pôle, comment je pilote la structure. Et c'est vrai que c'est aussi cette question-là. Où sont les endroits? Quelles sont les compétences, les expertises? On en reparlera peut-être sur la formation. Et je pense qu'effectivement, on a une urgence à aller un petit peu plus loin dans bien arriver à... Et en plus, on est culturellement, parler de compta analytique, ça ne nous pose pas de problème, les pharmaciens. Mais pour autant, on a encore un sacré travail à faire pour bien structurer toutes nos activités. Et alors, je propose d'avoir l'avis effectivement d'une direction générale là-dessus, mais quelle est leur vision? Rebondir, c'est vrai. Vous saviez, vous connaissiez le métier de pharmacien clinicien? Vous aviez une idée de... Je suis un peu provocateur. Donc, je travaille au CHU de Grenoble depuis 5 ans. Il se trouve que le périmètre de vos journées, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, et j'ai préalablement travaillé dans un grand CHU du sud de la France. Moi, pour partager mon expérience simplement sur le métier de pharmacien clinicien, moi, j'étais directeur de l'hôpital de la Timone à Marseille jusqu'à fin 2018. Et en 2018, il y avait la visite de certification HAS. Et mon angoisse de cette visite de certification HAS, c'était le circuit du médicament. Parce que ce référentiel, on savait que c'était un des points très difficiles et un point de sécurisation qui éventuellement pouvait nous poser problème. C'est vrai que je suis arrivé et 1 mois après, j'ai été confronté à la visite de certification du CHU de Grenoble. C'est vrai que je me suis trouvé dans une situation complètement différente sur le circuit du médicament et vu d'une direction générale, enfin nous, nos inquiétudes, c'est des points de sécurité. C'est notre mise en cause personnelle aussi, c'est votre responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité. Et c'est vrai que j'ai découvert l'équipe de pharmacie clinique et je bénissais tous les jours le pharmacien clinicien qui intervenait tous les matins à 8h sur les bilans des visites de certification. Pour de nous aider à sécuriser nos réponses. Alors, c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais depuis, j'ai un peu approfondi évidemment la question du travail avec les pharmaciens cliniciens, mais par rapport à la présentation qui a été faite sur les unités d'œuvre, c'est vrai que moi, je vous l'avoue, hein, en tant que directeur d'établissement ou directeur d'hôpital, notre souci, souvent, c'est est-ce qu'on tient dans nos comptes? Est-ce que les comptes de la pharmacie tiennent? Quel est le niveau des stocks en fin d'année sur la pharmacie? Et quelque part, la pharmacie clinique passait un peu en dehors de tout ça. Finalement, est-ce que ça valait le coup d'investir dans la pharmacie clinique? Parce que finalement, c'était des postes de pharmaciens supplémentaires où on ne voit pas forcément, si j'ose dire, le retour sur investissement. Donc, je pense qu'on a beaucoup progressé là-dessus et je pense que c'est vrai que la présentation sur les unités d'œuvre peut paraître un peu technique, mais il y a un vrai enjeu stratégique, effectivement, de cette reconnaissance et de dire que ce n'est pas un coût, que c'est des gains absolument incroyables pour l'établissement. Et c'est vrai que, moi, je suis arrivé dans un établissement qui avait cette culture-là et c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Merci. Je crois que Olivier, tu voulais réagir. Ou peut-être Stéphane, tu souhaites... Non, Olivier, tu voulais réagir tout à l'heure. Non, mais rapidement, c'était effectivement sur les propos de Stéphane. Ouais. Sur effectivement cette provocation de parler de métier de pharmacien clinicien. Nous jouons en officine, on pourrait alors à ce moment-là nous catégoriser sur un tas de métiers. Est-ce que on fait du dépistage, ça devient un métier, la vaccination, ça devient un métier, la clinique, ça devient un métier. En fait, je pense qu'il faut qu'on intègre ça dans nos pratiques et les pratiques qu'on fait sur un sujet ou qu'on fait un autre alimentent un métier complexe qui est le pharmacien d'officine, comme
à l'hôpital, il y a un métier complexe qui est pharmacien hospitalier, dans lequel on a un certain nombre de prérogatives. Et peut-être même un peu politiquement, je ne suis pas très favorable à faire un métier de pharmacien clinicien. C'est-à-dire un métier spécifique où les gens ne feraient que ça, que ça, que ça, que ça. Parce que ça aurait peut-être tendance à rendre un peu aveugle. C'est-à-dire que si on regarde qu'un truc, on devient un peu monolithique et qu'en fait, il faut s'intéresser à tout un tas de sujets qui permet d'alimenter la discussion sur la clinique, justement. Alors, je vais être provocateur. Je vais être provocateur volontairement. Je vais être provocateur, mais par contre, les métiers de pharmacien clinicien dans d'autres pays, ça existe. Ils sont effectivement indépendants des pharmaciens hospitaliers ou des pharmaciens d'officine. Donc, c'est pas non plus une leurre. La question, c'est que tout à l'heure, tu as montré les chiffres donc, des activités à l'officine. On pourrait faire avec l'UO mesurer les activités de pharmacie clinique dans les hôpitaux français aussi et se rendre compte que, est-ce que ça prend ou que ça ne prend pas. Et moi, je l'ai dit au sein de la SFPC depuis un certain temps, c'est pour ça que je me suis permis de faire cette remarque pour dire que je défends aujourd'hui le modèle intégré, c'est-à-dire que la pharmacie clinique, on l'intègre dans les métiers existants de pharmacie hospitalier ou de machin, mais si ça se déploie pas pour des raisons X ou Y, je vous rappelle que des services médicaux pourront, déjà avant 2016, les services médicaux commençaient à prendre des pharmaciens en dehors des PUI. Je veux dire, on a mis dans la loi le fait que ça soit dans les PUI, c'est parce qu'il y a un besoin derrière, il existe ce besoin, mais on crée des métiers différents dans ce cas-là. Alors, on l'a temporairement, je dirais, ralenti, pour dire non, c'est les pharmaciens qui vont faire ce job, mais il faut qu'ils réorganisent pour le faire, parce que le besoin existant, la nature ayant du vide, on finira par arriver à créer un métier différent si on n'y prend pas garde. Donc, voilà. En fait, c'était la provocation. Non, mais tu as raison, parce que nous, à l'officine, on a cette difficulté avec les bilans de médication. On a vu, pareil, le résultat n'est pas terrible. Et il y a une tentation de certains de dire, moi, je vais être un prestataire de bilan de médication. C'est-à-dire, je suis pharmacien, j'ai fait la faculté, etc. Plutôt que d'aller faire des remplacements, je vais aller faire des bilans de médication dans votre pharmacie, dans la sienne, dans la tienne, etc. On essaye de lutter un peu contre ça, parce que c'est des gens qui ne connaîtront pas les patients, qui vont regarder ça de manière très formaliste. Et comme disait monsieur tout à l'heure, j'ai oublié votre prénom. Oh, formidable comme prénom. Comme disait Olivier, mais j'ai l'impression que je vais me parler à moi-même si je dis ça. Comme disait Olivier, très justement, ce qui plaît chez les patients dans la pharmacie clinique, c'est le contact et le fait que les gens soient connus et reconnus quand ils viennent. Donc, je ne suis pas persuadé que si on devait interroger Olivier, il soit fan de voir des gens qu'il ne connaît pas s'interroger à ces bilans de médication. Je vais rajouter un point d'ailleurs. Je l'avais dit, on allait être les meilleurs amis, hein, Olivier. Je vais rajouter un point, une vision là du coup qui est très personnelle. Je peux pas parler au nom des patients, bien évidemment, mais une vision qui est très personnelle, c'est si on va vers une pharmacie de ville spécialisée, on va creuser en fait les déserts un peu, les déserts de pharmacie qui étaient un lien de proximité. Parce qu'en fait, moi j'ai découvert depuis 2 ans là que je suis dans votre monde qu'il y a quand même 25% des personnes qui ont un cancer qui n'ont pas de médecin généraliste. Ce qui m'a paru énorme, mais enfin sous votre contrôle, bien évidemment, mais j'ai retenu ce chiffre qui m'a paru extraordinairement important. Et du coup, ma déduction, c'était de dire, effectivement, il y a une intimité de proximité avec le monde de la santé en ville, quand on ressort de l'hôpital, entre les soins, etc., qui reste la pharmacie qui est aujourd'hui transversale et qui a moi j'appelle ça l'intimité un peu avec les patients. Je voulais juste rajouter par rapport à la provocation que actuellement en ville, vous le savez peut-être, mais il y a une brèche qui s'était quand même ouverte avec la possibilité d'avoir des pharmaciens qui n'exercent ni en pharmacie d'officine ni en pharmacie à usage intérieur et qui travaillent dans des CISA avec des inscriptions alors possibles pour des missions pharmaceutiques de type ce dont on parle. Donc ça veut dire que attention à la brèche est déjà ouverte en fait. Juste peut-être un petit compliment, si vous m'autorisez, parce que bien évidemment, je suis en écho avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est un vrai questionnement, autant pour mon activité hospitalière que mon activité universitaire, c'est de trouver la juste équation entre polyvalence et spécialisation.
petit peu le débat sur la pluriprofessionnalité et comment est-ce que tous ensemble, médecins, pharmaciens, infirmiers, mais en ville, à l'hôpital, soins de support, on en a aussi parlé ce matin, comment est-ce que tous ensemble nous pouvons sécuriser la prise en charge du patient. Et en synthèse de cette JPCO, eh bien, je retiens plusieurs choses. On a quand même parlé d'un article 51 avec un financement à la séquence, au forfait, de l'ensemble des acteurs. On a parlé des données de santé et ça renvoie bien sûr aux solutions numériques et au forfait, puisque aujourd'hui 2 solutions en cancérologie sont remboursées par l'assurance maladie. On en a discuté dans d'autres réunions, mais c'est vrai que la problématique de la valorisation de ces forfaits, elle est largement débattue, elle est jugée insuffisante par les hospitaliers, etc. Aujourd'hui, c'est pas le débat, mais on a à la fois des forfaits à la séquence dans l'article 51, des forfaits dans les solutions numériques. On voit venir maintenant les nouvelles missions du pharmacien avec prescription, modification de la prescription. Tout cela, je trouve que c'est riche, que c'est plusieurs outils qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans la sécurisation, et encore une fois, de façon globale, en pluriprofessionnalité. Et je me tourne vers vous, Monsieur Peiser. Comment est-ce que demain, puisque toutes ces activités nécessitent bien sûr des ressources, comment est-ce que, sans parler des ressources, mais comment est-ce que vous voyez l'articulation de tous ces forfaits et la mise en musique finalement de tous ces forfaits? Parce que c'est ça en fait l'enjeu. Alors, je vais vous répondre. Ah oui, pardon. Donc, Laurent Pézère, je suis directeur de projet à la RS Auvergne-Rhône-Alpes, puis je suis coordonnateur des articles 51. Donc, c'est pour ça que Madame Rioufol, que je vois régulièrement sur Oncolique, m'interpelle régulièrement. Avant de vous répondre, je voudrais peut-être juste vous parler en 2 mots de l'article 51 quand même, puisqu'il n'est peut-être pas connu de tous. Donc c'est un article qui permet d'innover en santé. Au niveau national, il y a eu depuis 2018 presque 1200 projets qui ont été déposés dans toutes les régions au niveau national. Il y a eu 144 projets qui ont été autorisés, donc qui sont en cours d'expérimentation en France. Le budget qui est déployé, c'est 570 millions d'euros, donc il y a un budget pour pouvoir déployer les expérimentations. Et le nombre de patients potentiels, donc ceux qui sont prévus pour entrer dans ces articles 51, c'est un peu plus d'1 million de patients prévus. Donc quand même beaucoup d'inclusion. Alors, pour préparer un peu cette journée, je me suis dit, mais dans ces 144 articles 51, est-ce qu'il y en a qui concernent la pharmacie? Parce que j'ai cru comprendre que c'était le sujet du jour. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, pharmacien, clinicien, pharmacien. Ouais, par contre, quels sont les projets qui ont mobilisé les acteurs de la pharmacie au sens large du terme? Alors, comme toutes les expérimentations les concernant ne sont pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, toutes malheureusement, je ne les connais pas par cœur. Donc, je vous ai préparé une petite liste, mais ça va aller très vite, mais je pense qu'elle est assez édifiante de la diversité, d'une part, des expérimentations, et d'autre part, de ce que finalement vous avez discuté aujourd'hui, de ce qui est attendu de ces expérimentations, et notamment de ce qui est attendu par les acteurs qui les ont portés, parce que l'article 51, pour reprendre un terme un peu anglo-saxon, c'est du bottom-up. C'est-à-dire ça part du terrain et ça monte au national. Alors, je commence par le premier, mais je ne vais pas m'étendre dessus. C'est Oncolink, qui a été présenté par Madame Rioufol, qui est porté par Unicancer avec Oncoral. On a dans les Pays de la Loire et en Bretagne le projet Octave, qui est porté par l'URPS de ces 2 régions, et qui concerne donc les pharmacies d'officine et 16 établissements de santé, et qui a pour objectif d'assurer la continuité de la prise en charge du médicament pour une personne qui va être hospitalisée, mais avant son hospitalisation, donc un premier point avec le pharmacien d'officine, pendant son hospitalisation et après son hospitalisation. Donc la cible, c'est des personnes âgées polymédiquées, et ça, c'est une cible qu'on retrouve quand même très souvent. Autre expérimentation, donc dans les Hauts-de-France, et là c'est le CHU de Lille qui le porte, donc un autre type d'acteur, qui vise un peu la même chose, mais alors de manière différente, puisque lui, c'est l'idée de faire une coopération interprofessionnelle
toujours pour les patients âgés polymédiqués de plus de 65 ans, mais ayant au moins 10 médicaments prescrits. Et donc, c'est comment on suit de manière interprofessionnelle ces patients, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. Et pour cela, ils ont mis en place donc un plan personnalisé pharmaceutique, je ne voudrais pas dire de bêtises, et puis une concertation pluridisciplinaire d'optimisation pharmaceutique. Voilà, c'est le terme retenu. Et qui, évidemment, met en lien les équipes hospitalières et les équipes de ville. En Île-de-France, il y a le Optimed, et là, c'est un collectif qui est porteur du projet. C'est un collectif qui regroupe des EHPAD et des pharmaciens d'officine. Ils se sont montés en collectif, et l'expérimentation, c'est de faire en sorte que le pharmacien d'officine participe régulièrement aux réunions d'équipes dans les EHPAD, avec les soignants pour pouvoir traiter de toutes les questions pharmaceutiques, sachant que c'est des EHPAD qui n'ont pas de PUI et donc qui sont extrêmement en lien avec les pharmaciens d'officine. Donc c'est de donner du temps aux pharmaciens d'officine pour venir dans l'EHPAD afin d'améliorer la prescription, en tout cas le suivi. Dans un autre style, le OSIS, qui est 4 régions. Il va y avoir 5, mais bon, on est 4 régions, voilà. Non. Bretagne, Corse, Occitanie et Pays de Loire. Et en fait, là, c'est autre chose. C'est dans les déserts médicaux, comment les pharmaciens d'officine peuvent prendre le relais de manière extrêmement encadrée sur 6 prises en charge des médecins généralistes dans le cadre d'un protocole qui est Netcare, pour ceux qui le connaissent, qui existe en Suisse. Et puis, pour terminer, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi les produits, et il y a l'immunothérapie qu'on a évoqué ce matin, et évidemment, une belle expérimentation qui est en Rhône-Alpes, voilà, qui est celle du Centre Léon Bérard sur l'immunothérapie à domicile, en HAD avec des infirmières libérales. Et c'était le point d'intérêt de cette expérimentation. Voilà, donc, c'était un peu une liste, mais ça montre la diversité des expérimentations et surtout de la mobilisation des professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir en 2 mots? D'abord, eh bien, on voit que c'est un panel d'acteurs qui se sont mobilisés, hein, que ce soit des CHU, des URPS, des collectifs territoriaux, finalement. On voit aussi que, eh bien, on retrouve finalement toujours les mêmes acteurs, mais on a discuté de cela toute la journée, c'est-à-dire les pharmaciens hospitaliers qui doivent discuter avec les pharmaciens d'officine, qui eux-mêmes, tout le monde discute autour du patient et en lien avec le médecin traitant, le médecin prescripteur, et ce qu'on oublie un peu, et je pense qu'il faut, c'est un point important, et nous on le voit quand même dans les expérimentations, les infirmières à domicile qui suivent les patients et qui aussi ont un regard sur ces derniers. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler en équipe. C'est ce qui a été dit. Et je reprends ce qui avait été dit par Cyril Collin ce matin. Il disait qu'il faut changer de paradigme, arrêter de faire le médecin et le patient et de travailler en équipe. Mais une fois qu'on a dit ça, les problèmes commencent. si je peux me permettre. Alors, il y a 2 enjeux pour l'équipe. C'est la notion de prise en charge, d'une part, et la notion de coordination. La notion de prise en charge, de manière courante, la prise en charge, pour nous, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Alors là, on n'est plus exactement dans ce paradigme-là, pour reprendre le terme. On n'est pas dans une unité de temps, on n'est pas dans une unité de lieu. Par contre, quelle est l'unité d'action? Voilà. Autour du médicament, bien sûr, autour de la prise en charge pharmaceutique, bien sûr, mais comment on l'organise? Et puis la coordination, et c'est là où j'ai commencé à apporter mes réponses, Madame Rioufol. 2 enjeux, c'est les acteurs de cette coordination et comment on les rémunère. Voilà. Et puis, comme vous l'avez évoqué ce matin, Monsieur Honoré, bien sûr, les systèmes d'information qui sont totalement indispensables à la coordination des acteurs, puisqu'il faut arriver à fluidifier un maximum l'information. Alors, pour ce qui est de la rémunération à venir, je voulais peut-être en reparler plus tard sur l'article 22 de la loi de financement de sécurité sociale, mais bien évidemment, c'est la prise en charge au forfait. Et de ce que démontre Oncolic, mais ce que démontrent aussi les autres expérimentations, c'est que bien évidemment, il y a une valorisation
insuffisante selon vous, bien sûr, mais en tout cas, elle existe dans ces expérimentations du rôle du pharmacien, qu'il soit à l'hôpital, quand c'est la partie hospitalière, ou qu'il soit à l'officine. Et dans ces parcours-là, les expérimentations article 51 ont permis de valoriser ce temps. Alors, une reconnaissance peut-être insuffisante, mais en tout cas, une réelle reconnaissance, ce qui d'ailleurs se met un peu aussi en manière expérimentale, et là, on est plutôt sur du temps, mais qui rejoint aussi la valorisation finalement que vous évoquiez avec les outils de la NAP sur l'unité d'œuvre. Même si ce n'était pas l'objectif principal de ces experts. Au-delà de la reconnaissance, ma question c'était comment est-ce que tous ces dispositifs vont arriver à s'enchaîner, à se séquencer, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'Oncolink, comment est-ce que la rémunération au forfait d'Oncolink va pouvoir s'intégrer avec la rémunération de la télésurveillance qui est maintenant indispensable. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment une question. Est-ce que ce sujet est débattu au niveau national, dans les régions? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, je pense que c'est pas aujourd'hui, si on prend chaque expérimentation, dont celle que j'évoquais, chacune a leurs problèmes tout à fait particuliers. Et dont Oncolink a ses problèmes spécifiques, enfin ses questions particulières, exactement. Or, je voulais intervenir, mais finalement, je vais le faire maintenant. C'est sur le parcours coordonné renforcé. Hein, c'est l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, devenu article 60 parce qu'entre-temps, il y a eu quelques navettes. La bonne nouvelle, c'est qu'il a survécu à la navette, parce qu'il faut suivre parfois. Il y a des choses qui rentrent. Par exemple, l'APA est rentrée, mais elle n'est pas ressortie. Donc, par chance, le parcours coordonné renforcé, lui, est rentré et il est sorti dans à peu près les mêmes termes dans lesquels il est rentré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parcours coordonné renforcé? C'est, je vais citer la loi, parce que vous savez très bien, vous qui êtes des spécialistes du Code de la santé publique comme pharmacien, c'est le texte. Et la loi, elle dit... Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Un forfait au parcours qui rémunère les professionnels de santé et la structure qui assure la coordination. Donc, il y a deux sujets, rémunération des professionnels et structure qui assure la coordination. La CEPAM verse les sommes, etc., etc. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, le législateur a posé les fondations des sorties des articles 51. Parce que qu'est-ce qu'on fait de nos 144 expérimentations? Une partie ne va pas être généralisée parce qu'elle n'a pas fonctionné ou elle ne répond plus aussi à un enjeu de santé publique. Mais les autres, comment on fait? Il y a plusieurs voies de sortie. Une des voies de sortie, parce qu'on est dans le domaine de la sécurité sociale, hein, c'est le financement assurance maladie, c'est la voie conventionnelle, à travers les conventions. Par exemple, tout ce qui concerne les centres de santé, par exemple, peut être dans la convention des centres de santé assurance maladie. Mais tout ne rentre pas dans la voie conventionnelle, notamment pour ce qui concerne l'hôpital. Et donc, le forfait de parcours renforcé permet d'allier à la fois l'hôpital et la ville dans ce parcours. Alors, c'est une base, c'est une fondation. Voilà. Mais derrière cette fondation, on voit bien encore que c'est quelque chose d'assez générique, dans lequel va pouvoir s'inscrire les parcours qui sont en cours. Donc, je pense qu'il faut laisser maintenant les choses se faire. Je tiens à le souligner parce que c'est un acte de fond. Enfin, nous, on suit ça depuis le début et c'est une vraie question qu'on s'était posée. C'est comment toutes ces belles expérimentations, on les sort. Et pour être très clair avec vous, ça, c'est un acte fondamental qu'a posé le législateur. Il pose la fondation. Maintenant, il faut bâtir le premier étage. Et puis surtout, il va falloir bâtir les différentes chambres. Et puis on posera le toit après. Hein, voilà. Mais sans fondation, ça ne peut pas marcher. Or là, clairement, elles y sont. Donc, on va se voir en début d'année pour faire un premier bilan de l'expérimentation Oncolink, puisqu'en région, on a la chance d'avoir 12 sites qui participent. Donc, du coup, sans compter la présence permanente et dynamique de l'URPS. Donc, on se devait de réunir tous les acteurs à la clôture de cette expérimentation pour pouvoir après, dans un deuxième temps, porter la parole d'Auvergne-Rhône-Alpes à Paris dans la deuxième partie de cette démarche de fin d'expé qui sera au mois de mars, je crois, ou avril, je ne sais plus, à Paris. Voilà. Et donc, il faut laisser le temps de se faire des choses. Et moi, je suis assez optimiste parce que maintenant qu'on a cette fondation,
on va pouvoir bâtir. Ça ne va pas se faire en une journée. Un article posé comme ça, rédigé de cette manière-là, c'est quand même une perspective sur 10 ans. Hein. Voilà. Et je terminerai parce que je suis vraiment trop long, mais c'est la faute de Madame Rioufol. Le ministre Aurélien Rousseau a une journée des articles 51 qui parlait grosso modo des modalités de changement du système de santé, comment on change le système de santé, a clairement dit que l'article 51 était une des modalités qui permettait de changer le système de santé. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais c'en est une parmi d'autres. Voilà, et je crois que c'est terminé. Ok, ben merci pour cet éclairage, Laurent Pézère, sur effectivement la suite concernant ces articles 51 et puis sur les perspectives en début d'année. Je crois que tu as pris date, Catherine. J'ai une petite question justement de Florence Duru. Alors, non, c'était pas une question. En fait, je voulais apporter mon témoignage, mais sur le sujet d'avant, le métier de pharmacien clinicien. Simplement, il me semble que de tout temps, nous, pharmaciens, avons toujours été, avons toujours eu un côté transversal dans les hôpitaux. Pierrick, tu l'as évoqué tout à l'heure. En officine, on doit être polyvalent. Quand vous avez un patient qui franchit le seuil de votre officine, vous ne savez pas d'avance s'il va vous demander un conseil en homéopathie, en phytothérapie, s'il va venir chercher un médicament extrêmement complexe d'oncologie, par exemple, ou si tout simplement il va avoir besoin de cosmétiques. Et on doit pouvoir répondre, on doit être en capacité de répondre à tout type de demande. Donc, on a cette polyvalence qui ne nous empêche pas d'avoir nos propres appétences et de développer certaines compétences particulières en onco, en nouvelles missions, en entretien pharmaceutique. Et je voulais rebondir aussi sur la petite faille que vous avez évoquée tout à l'heure avec les pharmaciens qui pourraient exercer dans les CISA et qui viendraient comme prestataires dans nos officines pour proposer ou pas. Et je suis très attentive à ça, parce que pour moi, les nouvelles missions, même si c'est compliqué, même si c'est challengeant pour le pharmacien, parce que ça fait encore des choses à s'approprier, à organiser, à développer au sein de l'entreprise, que peut être une officine, hein, c'est une entreprise aussi. Pour moi, c'est vraiment au bénéfice du patient et ça s'appuie sur la relation de confiance qu'on a intrinsèquement avec nos patients et sur la connaissance que l'on a du patient. Alors, soit qu'on est en train de construire, soit qu'on a déjà, parce que l'annonce de la maladie, elle intervient chez un patient qu'on connaît depuis 10 ans. Et il me semble que ces nouvelles missions nous donnent une valeur ajoutée extrêmement importante dans ce lien que nous avons déjà avec le patient. Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Ça me paraît quelque chose de fondamental dans le développement de ces nouvelles missions. Et voilà, j'attends avec expectative le déploiement dans différents types de structures, mais je suis presque persuadée de manière assez instinctive que ça doit s'appuyer sur la relation que le pharmacien a déjà avec son patient. Je vais faire un petit mot pour ma part de conclusion aussi, si vous me permettez. En fait, je vous ai écouté attentivement au niveau de l'ARS et j'ai eu l'occasion d'interpeller également, puisque j'ai participé aux rencontres en cancérologie française 2023 à Paris, d'interpeller le vice-président de la CNAM qui expliquait qu'effectivement les allers-retours entre la HAS, etc., pouvaient mettre 10 ans. Et sincèrement, c'est très long, c'est très très long pour les patients. Donc, je suis extrêmement positif. Hein, je veux terminer sur un point extrêmement positif. Les patients sont derrière vous. Les patients sont derrière vous. Les patients sont agréablement surpris des avancées en termes de soins, de thérapie, parce que les choses avancent, et tant mieux. Mais ça va pas assez vite. Alors, que mes propos ne soient pas mal interprétés. C'est une fondation. Donc, cette fondation, ça veut dire qu'on va partir avec pour 10 ans. J'espère, là, je vous rejoins, que maintenant, les parcours, les solutions, elles ne mettront pas 10 ans à se mettre en œuvre. Mais quand on pose ce type de dispositif dans la loi, ce n'est pas pour en changer l'année d'après, en fait. Ça structure quand même, ça structure et ça oriente le système de santé. Mais sur le fond, on va essayer de faire au plus vite. Fadila, on passe la parole. Oui, moi je voulais revenir quand même 2 minutes.
peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas, sur l'échange qu'il y a eu entre Stéphane, Madame et puis Olivier. À propos de l'information des patients, on est en train de parler révolution, entre parenthèses évolution ou l'inverse, depuis le début. Il faut qu'on prenne garde à quelque chose qui est que on a besoin de faire de nos patients des alliés. On a besoin, dans certaines phases de transformation, de bien les informer et d'obtenir les consentements pour une raison très triviale, qui est que, je ne sais pas si Olivier et Stéphane s'en sont rendus compte, mais au dernier congrès qui a eu lieu il n'y a pas plus de 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, il y avait des cancérologues qui ont sauté sur leur chaise quand Stéphane a parlé d'adaptation de traitement. Et il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire que pendant les périodes d'évolution, quand on a mis en confiance un patient, l'entourage et même d'autres professionnels de santé, cancérologues, autres pharmaciens, vont lui dire « mais il n'a pas le droit de faire ça ». Et là, on a perdu. À nouveau, il faudra reconstruire la confiance. C'est pour ça que moi, je pense que informer, obtenir le consentement du patient, c'est en faire un allié, et un allié qui est capable de répondre à ce moment-là. Ah, mais si, il y a un cadre, c'est un travail, il y a une expérimentation. Enfin, tout ce qu'on lui aura passé et transmis comme information, ça ne remet pas en cause le fait qu'on fasse nos métiers. Voilà, sans agressivité aucune, hein. J'entends bien, pas de souci. Moi, pour revenir sur le propos, alors, pour avoir été de l'autre côté en tant qu'aidant, je trouve que sur certains aspects, on demande beaucoup aux patients. Et qu'en fait, ça rejoint totalement le propos de monsieur, parce que c'était tout à fait dans ce sens-là, en fait. Et que, en fait, je pense qu'on est totalement compétent pour le faire, et je pense que ce n'est pas aux patients de valider, entre guillemets, cette intervention. Et bien sûr qu'il faut qu'ils soient informés dans le sens où c'est notre métier et que les choses évoluent, et je pense que c'est super, mais par contre, c'est quand même pendant un temps le choix des biosimilaires ou des choses comme ça. Je pense que le patient, il ne faut pas lui mettre ce choix-là entre les mains. C'est juste ça ce que je voulais dire. Je crois que Et en fait, ça rejoint. Je crois qu'in fine, c'est ce qui a été, c'est le juste milieu entre les deux finalement, entre un consentement et une information. Je pense que ce qui a été retenu dans le protocole, c'est justement une obligation d'information à minima sur un document que tu vas avoir à l'entrée. Et donc, ça peut passer. On ne demande pas de faire un choix. En fait, je suis d'accord, mais c'est du soin de tous les jours. Oui, d'accord. Mais je veux dire, au moins, le patient est informé de, comme disait Fadila, il y a des évolutions, des révolutions. Il faut que le patient soit informé. Après, il n'a pas à prendre de décision là, sauf si effectivement il est éclairé et qu'il dit « Ah non, moi je ne veux pas ». Ok, ben dans ce cas-là, il a le droit. C'est aussi le droit des gens, de chacun, de pouvoir décider si oui ou non. Juste un point pour vous dire que c'était absolument pas polémique. Ce que je voulais dire, c'était de remettre en lumière que effectivement, quand un patient est en soins dans un centre hospitalier, sa préoccupation, elle est plus de savoir comment est-ce que son traitement va marcher. Parce qu'en fait, je me suis posé ces questions. Quand est-ce que je vais mourir dès qu'on m'a annoncé un cancer? Donc, il faut quand même qu'on remette ça, tout cet aspect psychologique. Je suis désolé, mais on est obligé de le remettre un petit peu sur le dessus de la pyramide. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'était absolument pas polémique, mais c'est vrai que essayer d'intégrer dans toutes vos réflexions, ces JPCO là sont extraordinaires, mais essayez d'intégrer dans vos réflexions que le patient peut vraiment, j'aime bien ce mot, être acteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous auriez peut-être été choqué si moi je préconise toujours le deuxième avis. Aujourd'hui, ça ne vous choque pas que je dise, tiens, quand on annonce un cancer à quelqu'un, je dis aux gens qui appellent à notre hotline, je dis, mais demande un deuxième avis. Aujourd'hui, ça ne va pas vous choquer, ça ne vous met pas en porte-à-faux. Et donc, c'est dans ça, en fait, que je voulais dire. Hein, c'était... Je reviens vers vous sur une question. Ah. Juste 2 secondes. Enfin, je pense qu'en fait, quand on dit tous à peu près la même chose, c'est juste que chacun, avec nos vécus personnels et nos représentations, on utilise peut-être des mots un peu différents, mais je pense que
La grande révolution, c'est plus le fait que on va pas refaire l'histoire de la place du patient dans le système de santé et du patient qui patiente, etc. Il y a quelques années, on disait le patient il est au cœur du dispositif et on travaille tous autour. Et puis maintenant, c'est le patient il est avec nous et on co-construit ensemble en fonction de l'écosystème, en fonction de la situation, en fonction de la pathologie, en fonction des acteurs et en fonction du parcours de vie du patient, du citoyen et de l'usager. Je pense que c'est oui. Et Claude, tu vas garder le micro. Nos professions médicales sont en tension. Comment vous voyez cette évolution dans le cadre de la, entre guillemets, pénurie de pharmaciens, autant en ville qu'à l'hôpital? Comment on déploie ces nouvelles missions? Alors, c'est pas une question piège. C'est pas une question piège, c'est du pratique. J'allais proposer à Grenoble de répondre parce que nous, à Lyon, on a un petit souci de remplissage des facs et notamment à cause de l'impact de la réforme de premier cycle où l'année dernière, on était à moins 30% et cette année, on est à moins 25% entre le nombre de places offertes et le nombre de places remplies. Et j'ai eu une discussion un peu vive au Galet de pharmacie avec un collègue dont je tairai le nom qui représente un syndicat qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites à la fac ? Pourquoi vous ne les formez pas ? Pourquoi vous ne les validez pas pour qu'on les ait rapidement ? Vous êtes complètement déconnectés des réalités de terrain. On a besoin rapidement de pharmaciens. Donc, validez et donnez-leur des diplômes rapidement. » Donc, j'ai essayé d'expliquer que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il faut être dans un juste équilibre de pédagogie et que c'est bien de faire du nombre, mais c'est bien aussi de faire du qualitatif et qu'il faut trouver une problématique. Donc clairement, la question est extrêmement compliquée, bien évidemment, parce qu'il faudrait réexpliquer la réforme de premier cycle, la réforme de troisième cycle, la réforme de deuxième cycle qui n'est pas encore maintenant, mais on sait que ça va arriver derrière. Et ça fait un peu le lien avec mon intervention précédente, c'est que moi, le questionnement actuellement, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est polyvalence, spécialisation. Est-ce qu'on fait un métier? Est-ce qu'on fait des métiers? Est-ce que, alors pour le moment, on est dans un modèle, en début de cursus, on est sur les sciences fondamentales, et puis plus on progresse, plus on va sur les sciences appliquées, avec la problématique de la première année, PASS-LAS, qui forme de moins en moins et qui donne de moins en moins des bases solides. Donc, on se retrouve à faire des études de pharmacie presque en 5 ans et beaucoup moins en 6 ans. Donc, on est dans un condensé comme ça. On a des nouvelles missions qui arrivent avec, alors, le mot-clé, c'est l'approche par compétences, bien évidemment. On se dit, il faut former davantage en formation initiale sur toutes les missions de pharmacie clinique, le numérique en santé, etc. Et à chaque fois, on rajoute au catalogue. Et de l'autre côté, on dit, en tant que doyen, ouais, mais j'enlève quoi comme heure derrière? On va voir les collègues, on dit, j'enlève quoi? J'enlève de la parasito, j'enlève des matos, j'enlève... et à chaque fois, chaque discipline dit, ça, c'est important, c'est essentiel. Donc, pour moi, la bonne approche, mais ça fait partie des approches qui sont faites par les collègues dans l'ensemble des facultés, c'est de dire la solution, c'est l'approche par compétences, c'est qu'il faut qu'on se réinterroge sur quelles sont les compétences essentielles à acquérir dans les différents métiers, les différentes compétences de l'exercice professionnel, ville, hôpital, industrie ou autres secteurs d'activité, et quels sont derrière, du coup, les contenus pédagogiques à réaligner. Mais là, pour le coup, alors c'est pas une évolution, autant je pense que c'est l'évolution des métiers des pharmaciens ville-hôpital, autant là, je pense que c'est une vraie révolution dans les facultés, c'est-à-dire qu'on va casser tout le modèle du coup pédagogique, d'attribution des heures, des disciplines les unes par rapport aux autres. Je veux bien compléter alors avec une casquette qui est de présider le collège des enseignants de pharmacie clinique, donc c'est la question, donc comme Claude le mentionne, il y a quand même une sacrée évolution, qui est l'approche par compétences. Et qui est quand même, en fait, finalement, aussi dans ce contexte où il y a des questions d'attractivité, mais on pourra en reparler, c'est aussi l'attractivité après, une fois qu'ils sont diplômés. Là, on peut discuter en tant que responsable d'une structure. Qu'est-ce qui fait que nos collègues, nous, on a encore envie de faire, de développer. Donc, la question de la compétence, c'est un élément important. Et de la même façon, quand on a aussi une pénurie, comment on fait aussi pour, dans un contexte où on est obligé de choisir, comment on met le pharmacien, qui a un diplôme unique, donc à l'hôpital ou ailleurs, sur telle ou telle activité qui nécessite des compétences parfois spécifiques qu'il faut acquérir, qui, même si, demain matin, vous me demandez à moi, déjà je ne suis pas qualifié par exemple d'aller faire de la radiopharmacie, je ne serai pas capable le lendemain matin d'assurer l'activité en étant compétent. Donc cette approche par compétence, c'est effectivement important. L'autre élément qu'on voit, et c'est là on parle de pharmacien clinicien, c'est quand même du fait d'être une discipline
de synthèse, la pharmacie clinique, c'est aussi une discipline qui attire et qui permet, parce que pour être un bon pharmacien clinicien et acquérir de bonnes compétences de pharmacie clinique, il faut maîtriser des compétences de beaucoup des autres disciplines pharmaceutiques, de galénique, de physiologie, sans doute de statistique, enfin voilà, un certain nombre de choses. Et donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour le développement du métier de pharmacien, l'attractivité de pharmacie, que de former le maximum de nos collègues pharmaciens, mais pas uniquement. On n'a pas parlé des préparateurs aujourd'hui, qui est un autre gros sujet, pour pouvoir peut-être aller vers de l'approche de délégation ou de coopération avec d'autres spécialistes du médicament et de la pharmacie. Attends, je vais commenter ton propos et aller un peu dans ton sens. Puisqu'on a déjà eu cet échange-là aussi, je pense que les études de pharmacie, elles ne doivent pas se faire en 6 ou 7 ans, elles se font en 40 ans, 45 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence, en formation. On ne peut pas considérer que quand on a fini nos études, on sait tout sur tout. Nous, quand on a fini nos études, nous, ma génération, tout ce qu'on fait aujourd'hui n'existait quasiment pas. Donc, il a fallu qu'on apprenne sur le tard et on nous met des missions sur lesquelles on doit se former, puis qui après sont réinclus dans des modules à la fac. Alors, je pense par exemple à la vaccination. Bon, je pense qu'il faut quand même imaginer la formation des professionnels de santé en général sur quelque chose qui est sur le long terme, puisque les innovations thérapeutiques vont faire en sorte qu'on va exercer nos différents métiers de manière très différente dans 10 ou 15 ans qu'aujourd'hui. On ne pourra pas tout imaginer. Donc, je pense que en fait, tes collègues ont tous raison. Il faut quand même rester sur des fondamentaux et après regarder à s'initier sur des parcours de compétences différents. Mais cette initiation ne sera pas un terme à la fin des études. Il est évident qu'il va falloir continuer à se former et je souhaite vraiment, et je te l'ai déjà dit, que les facultés puissent intégrer la formation continue. Alors, on appelle ça formation continue, mais la formation permanente des pharmaciens tout au long de leur carrière. Moi, je regrette, je suis sorti de la fac en 94, je ne suis jamais retourné à la fac. À part pour la vaccination, parce que je l'ai fait dans ta fac, parce que bon, tu m'avais donné un billet gratuit. Mais sinon, non. Alors qu'il y a plein d'organismes de formation qui proposent des modules pour faire ci, ça, sur de l'onco, sur n'importe quel sujet. Bon, je pense qu'on doit. Je suis persuadé qu'il faut qu'on continue à avoir un esprit universitaire, même quand on est en exercice. Florian ? Oui, justement. Si vous me permettez, je veux juste rajouter un mot, parce que vous avez remarqué que je suis un petit peu bavard. Ça me déclenche, dès qu'on parle de formation, quelque chose qui est une rhétorique chez moi, que je remets en permanence sur le dessus aussi de la table. C'est dans vos cursus de formation, que vous soyez pharmacien, médecin, radiologue, je ne comprends pas comment il n'y ait pas plus de travail, un module sur la communication, et ça peut être du travail de formation continue, parce que c'est pas parce qu'on est un vieux médecin, mais ce que je veux dire par là, et je vais mettre une fois de plus les pieds dans le plat, c'est parfois vous n'êtes pas bien formé sur l'annonce d'un diagnostic lourd, et les patients sont en face, et les interprètent parfois très difficilement. Je suis désolé, hein, mais voilà, je suis dans mon rôle. Florian, un commentaire ? Alors justement, si on reste dans cette politique-là des compétences, et finalement, les bases, il faut les garder, mais il faut acquérir de nouvelles compétences, et notamment la communication. Comment se fait-il que finalement, il n'y ait pas finalement un engouement pour essayer de passer à 7 ans, alors que les généralistes vont passer à 10 ? On comprend tout à fait que la volumétrie à apprendre et les compétences à apprendre, il faut les multiplier, ça prend du temps. Et on ne sent pas trop un engouement de la profession pour au moins que les officinaux aient 7 ans et réformer cette 5, 6 et 7 plutôt sur l'organisation générale qui soit en adéquation avec ce qui les attend aujourd'hui. Alors, c'est un discours très, très politique et les organisations, l'ordre et les syndicats se sont positionnés de manière assez claire. Moi, à titre personnel, j'étais pour avoir une année supplémentaire pour permettre de faire de la pédagogie plus progressive et plus adaptée en faisant une transition, une meilleure intégration. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la pédagogie, mais avec de la pédagogie expérientielle, avec du partenariat ville-hôpital et université. Donc, l'idée, c'est oui, mais bon, après, il y a des choix politiques qui sont faits et ensuite, il faut quand même continuer à construire et avancer.
Ce que je voulais dire, c'était que alors moi, je discute beaucoup avec d'autres écoles et d'autres universités pour voir un peu les approches pédagogiques. Sans aller, alors je rencontre beaucoup en ce moment les écoles de commerce parce qu'on imagine des partenariats. Eux, ils ont le discours de dire nous, on forme à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et notre enjeu, c'est de les former aux métiers de demain. Donc, on n'est pas en train de leur apprendre des choses, on leur apprend à apprendre. Alors, sans aller jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut quand même accepter d'arriver un peu dans cette transition. Et moi, il y a des dossiers pour moi qui est très important, et on a besoin pour le coup des sociétés savantes pour nous aider dans cette réflexion. Ça va être la place de l'IA et du numérique en santé dans l'exercice professionnel de demain. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire apprendre des choses dont on n'aura pas besoin parce qu'il y aura l'IA et les nouveaux outils? Et quelles sont les connaissances essentielles à avoir avec ce nouveau partenaire de travail? Justement, là, les représentants des sociétés savantes, comment vous pouvez aider la fac? Quelle est votre place? Quelle peut être votre place aussi dans la formation médicale continue, pharmaceutique continue, puisqu'on a entendu qu'il y avait un réel besoin des pharmaciens? Alors, je vais répondre pour la SFPO, mais je pense qu'on travaille dans la même logique, société savante. Les sociétés savantes se sont déjà emparées du sujet. Nous avons tous, comme société savante, des missions de partage des connaissances et diffusion des savoirs. Ça passe bien sûr par des travaux non seulement sur l'organisation des soins, mais sur la transformation des connaissances que l'on peut acquérir sur l'organisation des soins, sur bien comment est-ce que nous allons assurer des missions de formation, de la formation continue, mais également dans le cadre de la formation universitaire, puisque les sociétés savantes sont depuis 2 ans impliquées dans l'enseignement national des UE du DES de pharmacie dans le cadre de la R3C. Donc, de la formation, nous en faisons, et également dans l'évaluation, parce que on ne peut pas promouvoir des projets sans les évaluer et sans conduire des projets de recherche. Et donc, très clairement, les sociétés savantes sont de véritables leviers pour assurer ces missions de formation, d'évaluation, de recherche. Sur la question précise de l'intelligence artificielle, donc, je crois que... Alors, je vais quand même dire qu'à la SFPO, il y a un groupe IA qui réunit un certain nombre d'experts qui ne travaillent pas tout seuls, qui travaillent également avec des startups en santé pour travailler justement sur comment est-ce qu'on va intégrer le médicament, ses interactions dans les prompts, à la fois comment est-ce qu'on va faire travailler tous ces algorithmes en intégrant des spécificités sur, c'est de la médecine personnalisée, un patient qui a du diabète, un patient qui a des polypathologies, eh bien forcément la prise en compte de ces problèmes médicamenteux sera différente dans les symptômes, dans la gestion des symptômes, des effets indésirables qui vont être remontés par le patient. Donc c'est l'objectif du groupe IA de la SFPO si on fait un focus sur la cancérologie. Je crois tout simplement qu'au-delà de ça, un autre exemple de l'implication de l'ensemble de nos sociétés savantes, eh bien, c'est la construction du consortium IA et numérique en santé par la SFPC, la SFPO, le CNIM et l'Association nationale des enseignants de pharmacie clinique. Donc, on est tous représentés ici. Et ce consortium a pour mission de faire porter l'IA, le numérique en santé, par ces sociétés savantes, bien sûr de pharmaciens, parce que il va falloir intégrer de la donnée médicaments et de l'expertise pharmaceutique dans ces messages. Et je pense que c'est un bel exemple de collaboration, une fois de plus, d'intelligence artificielle et collective. Oui, tout à fait. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, parce que je profite qu'il y ait mon ami Pierrick Bedouche à côté, donc président de l'Association nationale des enseignants de pharmacie clinique. Et lorsque j'étais président de la SFPC et toi toujours président de la NEPC, on a eu cette réflexion justement de comment la société savante pouvait
participer à la formation et les enseignants, ils enseignent dans les facs, donc déjà, voilà. Et c'est la participation des enseignants à la SFPC et la collaboration, justement, très étroite entre SFPC et ANEPC avec un groupe de travail commun pour que les innovations que fait la société savante se retrouvent dans les enseignements des enseignants au niveau des universités. Et alors, je voulais rebondir aussi sur le fait que ce que tu as dit, Olivier, 40 ans de formation. Oui, avec l'histoire de la recertification des professionnels tous les 6 ans, on va y arriver. Et dans le parcours CNP, qu'on travaille beaucoup avec Claudine et Jocelyne Vitrorangette, qui est la présidente du CNP, oui, les diplômes universitaires proposés par les universités feront partie des possibilités de validation de cette certification et du DPC en même temps. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place. En fait, il y aura une diversité de solutions et je crois que ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y mette en collectif. Comme effectivement, tu m'interpelles sur ce point, c'est de dire, effectivement, enseigner, former, c'est assez lié et en fait, on peut être aussi les mêmes. Une société savante a pour objectif d'être experte de la pratique, experte donc de la formation. Et donc derrière, on doit s'appuyer, je regarde un doyen, des groupes et des experts, des enseignants de cette discipline pour faire le maillage entre les deux. Et ça doit être effectivement les mêmes et qu'on échange. L'autre élément, et je pense que le modèle hospitalier, il est précieux aussi pour nous parce qu'il faut avoir, et le modèle officinal aussi, c'est la question des lieux d'apprentissage. Et ça... alors, je suis désolé d'apprendre qu'effectivement, on n'arrive pas à remplir tous les quotas, mais on était plutôt dans une augmentation, et dans d'autres facs, encore une fois, pour rassurer, mais c'est un vrai enjeu. Enfin, je sais qu'on le discute avec notre CME, je regarde Monsieur Vial pour le CHU de Grenoble, où c'est aussi un challenge, par exemple, immobilier, de se dire comment on fait pour continuer à être dans CHU, donc faire de la recherche, mais de former les professionnels de demain pour l'hôpital, mais aussi pour la ville. Et comment on fait tout ça. Et un des autres challenges, effectivement, et je regarde effectivement Olivier pour la ville, c'est d'accompagner les terrains de stage pour former. Et c'est, je veux dire, aujourd'hui, accueillir un étudiant, c'est un travail, que ce soit à la pharmacie d'officine ou à l'hôpital. Et ça, c'est quand même une chose qui a quand même petit à petit évolué. Et ça peut, je regarde en tant que coordonnateur, il nous arrive de dire, accueillir un interne, par exemple, c'est sûr que c'est de la ressource humaine, c'est pas de l'intérim médical, c'est moi qui dis ça comme ça, c'est une charge pédagogique pour le service qui l'accueille. Tout à fait. Enfin, je pense qu'aussi, moi, je ne suis pas pour la surenchère des temps de formation initiale. C'est-à-dire, vu aujourd'hui, la pénurie d'effectifs dans nos établissements, c'est ce qui structure l'organisation de l'établissement. Récemment, par exemple, sur le métier d'aide-soignant, elles sont passées en catégorie B, ce qui était une légitime reconnaissance pour la rémunération. Néanmoins, on a modifié le référentiel de compétences, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos écoles d'aide-soignants, on n'arrive plus à faire le plein parce que en montant le niveau de référentiel de compétences, on a mis des barrières à l'entrée sur l'école d'aide-soignants où des gens rentraient dans l'école d'aide-soignants où elles faisaient très bien leur travail et aujourd'hui, le niveau est trop élevé à l'entrée et on freine des carrières et je trouve qu'il faut plutôt accompagner à l'intérieur de l'hôpital. Vous l'avez dit là sur les jeunes professionnels, je pense que nos jeunes professionnels, ils savent qu'ils sortent du système de formation pas forcément parfait et qu'ils ont besoin d'être confortés dans leur mission. Et à Grenoble, on essaye par exemple, dans les services de soins, sur les infirmières, dans certaines spécialités, on met des infirmières de formation qui sont là pour accompagner les jeunes professionnels. C'est-à-dire qu'elles sont détachées des soins, mais elles accompagnent les jeunes professionnels parce que c'est pas le stage pré-professionnel, c'est pas les multiples stages qui leur ont permis d'acquérir la totalité des techniques. Et finalement, ça permet de revenir. Et je pense que c'est aussi ce type de métier qu'il faut promouvoir, et y compris dans les cursus de nos professionnels qui sont parfois vieillissants, qui ont envie de faire, mais je pense que c'est vrai pour les préparateurs en pharmacie, il y a un moment donné, il y a des missions de manutention qui sont un peu lourdes, mais on pourrait très bien aussi les repositionner dans des missions d'accompagnement de formation pour des jeunes professionnels.
Merci. Une question, Oui. ou une remarque? Oui, alors une remarque. En fait, moi, j'ai été un peu surprise ces dernières années. Je t'en ai parlé l'autre jour, Stéphane. Moi, je suis extrêmement surprise de la méconnaissance de la profession de pharmacien hospitalier par les très jeunes. Quand je dis les très jeunes, c'est ceux qui sont au tout début. Autant les études de médecine, c'est quelque chose, dans l'inconscient collectif, tout le monde, en gros, sait ce que ça peut être. Le pharmacien hospitalier, c'est un métier, comme monsieur disait tout à l'heure, très généralement, quand vous dites au kidam que vous êtes pharmacien hospitalier, là, vous avez des yeux écarquillés. Mais pour nos jeunes qui sont qui sont à la période de choisir dans les études ce qu'on appelle maintenant l'accès santé. L'accès santé, kiné, on sait, médecin, on sait, infirmière, ok, sage-femme, d'accord, pharmacien hospitalier dans la représentation, je pense que globalement, c'est majoritairement le pharmacien d'officine. Alors à l'hôpital, quand les jeunes commencent à traîner en première année, c'est un truc qui se décline. Mais nous, on a reçu, là, depuis 2 ou 3 ans, on reçoit tous les ans des étudiants en pharmacie qui sont en 2e, 3e année, qui se posent la question de l'internat ou pas, de la suite, et qui viennent passer une journée chez nous. Alors, généralement, on leur propose une matinée parce que, voilà, pour leur faire... ça nous prend du temps aussi. Ben, on est sûr, hein, ils restent avec nous pour le déjeuner. L'après-midi, ils sont encore là. Et ils sont tellement surpris de tout ce qu'on peut y faire, que ça soit de la pharmacie clinique, de la radiopharmacie, de l'asté, de la chimio, ils n'en ont pas conscience avant. Et je pense que, franchement, on est pharmacien, on n'aurait pas pu être publicitaire parce qu'on ne sait pas faire la pub de notre propre métier. Et je pense que dès la première année, au moment où les étudiants vont devoir prioriser leur choix entre pharma ou médecine, mais juste que... invitez-nous. Enfin, et vous savez, vous êtes aussi des hospitalo universitaires, vous le savez, mais expliquez-leur, ils ne savent pas. Et pour avoir discuté avec cette classe d'âge, ils ne savent pas du tout ce qu'on fait. Donc, au moment de choisir, on va vers médecine, puisqu'il en manque tellement, on l'entend à la télé. Alors qu'on entend un peu moins qu'il manque des pharmaciens. Et pour parler de ce que vous disiez sur les préparateurs, je pense que sur les préparateurs en pharmacie, comme vous dites, le problème de la manutention, c'est un vrai problème. Par contre, il y en a certains, et on le voit avec ceux qui ont l'habitude de travailler à la rétrocession, ils sont très demandeurs de se rapprocher des patients et d'avoir des missions comme ils pourraient l'avoir au comptoir en ville. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un créneau à prendre. Alors, la délégation, c'est pas se décharger sur eux, hein, mais c'est utiliser leurs compétences parce qu'au bout d'un certain temps, les médicaments, ils les connaissent et qu'effectivement, ils ont un relationnel patient qui est aussi à exploiter. Donc, faisons de la pub. Je pense qu'on peut effectivement, enfin moi je vous applaudis totalement sur ce que vous venez de dire sur le manque de visibilité du pharmacien. Alors je dirais pas que c'est, je pense que ça dépend des facs, hein, mais effectivement tu as un droit de réponse. Et puis sur le positionnement du préparateur, comme vous venez d'entendre, on n'aura pas le temps de développer ce sujet, mais c'est peut-être une piste effectivement dans le cadre de nos tensions et notamment dans le cadre de l'évolution de nos métiers de pharmaciens. Alors, très rapidement, parce que j'ai entendu qu'on avait très peu de temps. Oui. Il y a la grosse problématique de Parcoursup où même le mot pharmacie a disparu. Et donc, dans le collectif, l'imaginaire collectif, collège, lycée, tout le monde a oublié que PASS, LAS, ça permettait de faire pharmacie. Ma fille, qui connaît quand même mon métier, etc., quand elle revient, elle est en terminale, elle revient, elle dit, ah ben tiens, samedi matin, mes copains, ils peuvent pas parce qu'ils sont en prépa médecine. Voilà, donc pour tout le monde maintenant, PASS, c'est pour rentrer en médecine. Et au rectorat, c'est la même chose. Tout le monde. Donc il y a une énorme problématique de visibilité. Par contre, ma problématique, c'est que j'entends ce que vous dites et je suis complètement d'accord avec vous. Mais les officinaux disent exactement la même chose, les industriels disent exactement la même chose, les biologistes disent exactement la même chose, et ils disent invitez-moi, et moi je vais vous faire venir des personnes chez moi. Vous voyez ? Et le risque qu'on a, c'est que déjà, il y a un manque de visibilité des métiers de la pharmacie. Si on n'a pas un discours coordonné entre nous, on va rajouter du brouillard dans le brouillard, et on risque de faire encore plus peur du coup à des jeunes qui connaissent pas les métiers de la pharmacie. Et moi, je défends vraiment l'idée de dire il faut qu'on ait des kits pédagogiques de communication communs, coordonnés avec l'ensemble des filières pour montrer la richesse et la complémentarité des métiers et pas qu'on commence à se faire concurrence les uns aux autres
Parce qu'il y a l'EM de l'autre côté qui dit, nous, on va aller dans les lycées et les collèges parler de la pharmacie. Les URPS qui m'envoient des messages en disant, nous, on va aller voir des collèges et des lycées pour parler de la pharmacie. Et derrière les jeunes, dans la nouvelle génération, elle a besoin de visibilité et de comprendre. Médecine, c'est très simple. Hein, vous venez à la médecine, vous serez médecin. Quoi comme spécialité, je m'en moque, je serai médecin. Si on considère attention, pharmacie, pharmacie hospitalière, pharmacie industrielle, labo, recherche, etc., on risque plus de faire peur qu'autre chose, je pense. La palette étant très large, justement, à la limite, là, on parle de pharmacie hospitalière, mais finalement, de récupérer un étudiant en pharmacie, quels que soient ses choix. Je suis d'accord avec toi. Mais juste, oui. qu'on arrive à les attirer en leur expliquant que la palette est extrêmement. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, mais en face de nous, on a le mastodonte de médecine, le rouleau compresseur médecine, et donc on essaie de communiquer énormément, mais c'est pas quelque chose de facile. Eh bien, écoutez, je vous propose de rester, ça sera un petit peu le mot de la fin. Il y aurait eu plein d'autres sujets encore à aborder, mais je crois qu'effectivement, pour pouvoir assurer, et vous avez compris, alors, révolution, évolution des missions, on ne tranchera pas, même s'il y a eu beaucoup de provocations sur cette table ronde. S'il vous plaît, on n'a pas terminé, il va y avoir une présentation encore. Juste pour conclure, effectivement, donc, plein de... ça y est, j'ai perdu le fil de mon discours, de ma conclusion. Je vous remercie. Voilà, ça sera plus simple. Vous regarderez. Merci à tous. Je vous remercie effectivement pour votre intervention, cette richesse de vos interventions. Et donc, on va passer maintenant à la présentation d'une communication par Marianne, donc Marianne Serfon. Ah, vous êtes là, très bien. Écoutez, Marianne Serfon, vous avez été retenue pour la présentation d'un travail que vous avez sur le déploiement d'un parcours de pharmacie clinique en hématologie. Merci. Voilà, donc moi je suis là aujourd'hui du coup pour vous parler du coup d'un déploiement d'un parcours de pharmacie clinique en hématologie qui a touché plus particulièrement les patients atteints de lymphome et traités par immunochimiothérapie, donc particulièrement les protocoles de R-CHOP et de G-CHOP, et de l'implication du coup du pharmacien dans la prise en charge médicamenteuse de ces patients. Ça ne marche pas dans ce sens. Pourquoi on a choisi ces patients-là? Parce que tout d'abord, on a les traitements à risque, où on a potentiellement de nombreux effets indésirables avec des besoins de traitement de support. On peut avoir des toxicités importantes avec potentiellement des adaptations posologiques et une complexité de certains schémas d'administration. On a aussi une population à risque. La population atteinte de lymphome, généralement, on a un âge plutôt avancé, une population polymédiquée, avec souvent 85% de polymédication dans certaines études, et des patients qui consomment des médicaments en automédication et des thérapeutiques alternatives et complémentaires, qui est un peu un des nerfs de la guerre aussi en oncologie et en hématologie. Tout ça entraîne un besoin accru de conseils associés du coup chez ces patients, avec un intérêt du pharmacien toujours en collaboration avec les autres professionnels de santé. Et bien sûr, on a un risque iatrogène connu. Et le but, c'est d'aller aussi sécuriser la prise en charge des patients. Ainsi, là, on a voulu évaluer l'impact clinique des interventions pharmaceutiques du coup réalisées chez ce parcours chez nos patients atteints de lymphome et traités par R-CHOP et G-CHOP. Du coup, on est sur une étude prospective qui a duré 5 mois. Le parcours, c'était que... Pas du tout. Le parcours, c'était que du coup, on faisait un bilan médicamenteux pré-hospitalisation. Ensuite, le patient, il venait en hospitalisation pour avoir sa cure de chimiothérapie. Lors de son entrée, on faisait bien sûr une conciliation des traitements afin de faire un bilan médicamenteux optimisé. Il recevait sa cure de chimiothérapie. Et ensuite, à la sortie, on faisait une conciliation médicamenteuse de sortie avec un entretien pharmaceutique qui avait pour but, du coup, d'informer le patient vis-à-vis de sa thérapeutique, de bien sûr former le patient sur ses ordonnances de soins de support et sur la gestion des potentiels effets indésirables. Un lien avec la ville était systématiquement réalisé par téléphone et aussi par messagerie sécurisée. Et le pharmacien intervenait également sur les cures suivantes de chimiothérapie pour faire un suivi du patient, de sa gestion des effets indésirables et aussi de voir avec lui s'il y avait des questionnements
ou d'autres choses qui étaient intervenues. Tout ça a bien sûr mené à des interventions pharmaceutiques et du coup, on a coté de manière indépendante l'impact clinique des IP via la grille Cléo de la SFPC par un pharmacien senior et un hématologue senior également. Donc du coup, on a inclus 38 patients avec un âge moyen de 65 ans environ et seulement un tiers de nos patients étaient polymédiqués. On avait environ 60% de lymphome B diffus à grandes cellules et 82% de nos patients qui étaient traités par AirShop. 84% des patients étaient traités en première ligne thérapeutique. En tout, on a réalisé 187 interventions pharmaceutiques, 108 qui ont concerné les médicaments prescrits, donc avec beaucoup d'indications non traitées. Donc ça, c'était tout ce qui était réalisé à la cure 1, généralement, lors de l'entretien à la cure 1 ou lors de la conciliation des traitements médicamenteux d'entrée. Surdosage souvent lié à la fonction rénale. Et effet indésirable, c'est tout ce qui était en lien avec les entretiens de suivi, où généralement, on a demandé du coup de mettre en place des mesures de support. On a réalisé 79 interventions pharmaceutiques pour l'automédication. On a 13% de nos patients qui étaient automédiqués. Il n'y avait pas de différence significative dans l'utilisation de l'automédication avant et après la mise en route de la chimiothérapie. La majorité de nos interventions sur l'automédication et les thérapeutiques alternatives complémentaires étaient du coup en lien avec des interactions avec le protocole ou les traitements habituels. Pour venir sur du coup la cotation de nos IP et leur impact clinique, du coup, quand on regarde le point de vue de l'hématologue, déjà on peut noter que si on additionne vital majeur et modéré, donc les interventions qui ont évité un préjudice potentiel pour le patient, qui aurait soit rajouté des traitements, etc., on est à 46% quand même d'interventions pharmaceutiques qui sont au moins modérées. On a une intervention pharmaceutique qui a été jugée comme vitale, c'est un oubli d'antécavir sur une ordonnance de sortie. L'hématologue avait déjà eu un décès dans ce cas-là, donc du coup forcément elle l'a coté en vital. L'hématologue a également décidé que tout ce qui était demande par le pharmacien d'ajout de traitement de support suite à des effets indésirables déclarés par le patient était coté en mineur. Donc du coup tout a été coté en mineur de ce côté-là. Voilà, donc ce qui peut expliquer, je pense, la différence entre la cotation pharmaceutique et la cotation sur l'hématologue. Nous, on avait tendance à, en fonction des effets indésirables déclarés et des traitements de support ajoutés, à les coter parfois en modéré. Donc, du coup, on a vu qu'on avait une prévalence importante de problèmes médicamenteux dans cette population atteinte de lymphome et traitée, du coup, par chimiothérapie, qu'on avait quand même un impact clinique de l'intervention du pharmacien. Oui, j'ai oublié de le dire, mais on avait quand même 95,8% de nos interventions qui étaient acceptées, donc on est sur la limite haute de la littérature. Et on a 13% de nos patients qui étaient polymédiqués, donc un patient qui avait quand même énormément de polymédication, pas polymédiqués, pardon, automédiqués, dont un patient qui avait beaucoup de thérapeutiques alternatives et complémentaires. Et c'est toujours important parce qu'on a quand même très peu de patients, même si maintenant on essaye de plus en plus sensibilité, qui parlent leur automédication à leur onco-hématologue. Il y a vraiment une nécessité d'éducation thérapeutique du patient là-dessus et une importance de la transmission d'informations entre les professionnels de santé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Marianne. Alors, c'est la fin. Déjà? Eh bien, il va falloir nous quitter. Ah, mais on reste pas demain. Ah bon? Mais tu m'as pas invité. Je pensais que les discussions se poursuivaient. Vous ne restez pas, vous? Ils ont envie de prendre le train pour rentrer. Elle était comment cette journée? Des réactions dans la salle sur la journée. Bon, ils sont fatigués. Mais non. Mais c'est bientôt le week-end, c'est un pré-week-end là. Bon alors on a parlé de quoi? On a parlé de parcours de soins sécurisés. On a parlé de pluriprofessionnalité et on était bien dans la cancérologie. Ah, t'as essayé de le caser plusieurs fois. Ouais, ben je l'ai casé plusieurs fois. Et on a parlé de soins de support, on a écouté des témoignages de patients et je trouve que c'était important parce que ça a donné du sens à ces JPCO. C'est ça. Et puis cet après-midi, eh bien, on a parlé de quoi, Stéphane, cet après-midi? On a parlé des actes, enfin de l'évolution et de la révolution. On ne sait toujours pas si c'est une évolution ou une révolution. Un partout? Allez, un partout. Ouais. Mais effectivement, on a aussi pu voir des pistes. Oui, alors on a même des pistes de financement puisque l'ARS nous a parlé des fondations. Alors, des fondations à attendre. Le signe positif, c'est que
quand l'ARS a parlé de formation, M. Peiser s'est tourné vers moi et je vais vous dire, le signe positif, c'est qu'il sait très bien qu'avec moi, ce ne sera pas les fondations d'une maison Phoenix, mais d'une maison sécurisée et connectée pour les patients. Hein, c'est ça ? Je crois qu'effectivement, il y a les parcours de soins pluriprofessionnels qui vont s'organiser, mais le PLFSS rajoute aussi quelque chose, la baisse de la T2A, l'augmentation à la qualité, avec des dotations, etc., des indicateurs IFAC, des indicateurs CAQES. Mais... Tout à fait. Et bon, tout ça va changer beaucoup d'équilibre. On a parlé de l'UO et de la valorisation dans l'Institut national des coûts. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer et je pense que ça va aller dans le bon sens. Bah, bien sûr. Je suis assez optimiste. Tout ça, c'est de l'attractivité pour les étudiants en pharmacie qui seront, on l'espère, de plus en plus nombreux dans nos facultés, en travaillant certainement différemment et en apprenant différemment et en évaluant. Voilà. Je crois qu'on peut dire qu'on vous avait promis une JPCO pluvieuse. C'est une JPCO heureuse. Et on a passé une très, très belle journée avec vous. On vous remercie infiniment. Merci encore à vous tous, aux partenaires institutionnels, aux partenaires privés qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent chaque année. Merci au laboratoire Amgen et BMS qui nous réunissent chaque année. Et merci au Conseil scientifique pour ce merveilleux programme inspirant, plein de créativité, comme chaque année, parce que la créativité, c'est la JPCO. Merci Stéphane.